accepté de partager avec nous ce webinaire. Voilà, donc avant de parler de vif du sujet, donc juste, je voudrais expliquer un petit peu le contexte dans lequel on fait ce webinaire. Et pourquoi on a choisi ce thème de 13 485 et pourquoi on a demandé à Dr Amel de l'animer, elle, personnellement, on va expliquer tout ça. Alors, pourquoi 13 000 c'est une norme qui explique un peu les exigences pour la certification d'un système management de la qualité des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, au Maroc, est devenu un enjeu pour les entreprises, que ce soit les fabricants, les distributeurs ou les sous-traitants dans les dispositifs médicaux, parce que la nouvelle réglementation marocaine a commencé il y a depuis quelques temps à, je dirais, imposer la certification 13 485. Et donc, du coup, les entreprises qui sont dans soit la fabrication, la distribution, sous-traitance dans des dispositifs médicaux sont obligées d'adopter cette norme. On va découvrir dans la présentation de Dr Amel les avantages de cette norme, qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée dans les organisations des entreprises, qu'est-ce qu'elle permet en termes de maîtrise de risque, ainsi de suite. Et donc, c'est une norme qui est structurante, qui devient une obligation au niveau Maroc que l'international. Aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent exporter des produits et dispositifs médicaux à l'international, la 13 485 donne assurance aux clients à l'international comme quoi cette entreprise fabrique ou distribue les produits et dispositifs médicaux selon les règles de l'art et selon les exigences de la norme. Voilà un petit peu le contexte. Donc aujourd'hui, nous, en tant que cabinet de conseil, d'accompagnement des entreprises, nous avons compris l'intérêt et l'importance de cette norme. C'est pour cela que nous avons organisé ce webinaire pour partager, échanger avec les acteurs et avec les personnes qui travaillent dans ce secteur qui devient de plus en plus un secteur important, je dirais, au Maroc. Alors, brièvement, Tenaxia Consulting, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil que j'ai créé moi-même. Donc, Yassine Karim, je suis le directeur général de Tenaxia. On a créé cette entreprise de conseil depuis avril 2016. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut désactiver les micros, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut désactiver les micros? Imen, est-ce que tu peux désactiver le micro s'il te plaît, pour les personnes qui n'ont pas pu le faire? D'accord, d'accord, oui. Donc, tu peux aller vers la personne et tu désactives son micro, d'accord? Oui, oui. Comme ça, on n'a pas de... D'accord, okay. Merci. Donc, Ayman, tu veilles à ce que tous les micros soient désactivés. Et voilà, donc, on a créé la Tenaxia Consulting éventuellement pour accompagner les entreprises en tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Donc, moi-même, j'ai passé par deux organismes de certification qui est Bureau Veritas et SGS. Et j'avais travaillé beaucoup dans tout ce qui est système de management, qualité, sécurité, environnement. Et on est resté sur ce modèle, sur ce business de qualité, sécurité, environnement, que ce soit pour le conseil, l'accompagnement ou l'audit ou la formation. Donc, au niveau de Tenaxia, on a 4 pôles. Je dirais un pôle système de management, donc sur toutes les normes de certification, que ce soit la qualité, la sécurité, l'environnement, tout ce qui est re-engineering de process.
Récemment, on a été en fait, accrédité par la CGM pour faire les audits labels CGM. Et donc, on est très content pour ça. Et donc, on commence déjà à faire des audits labels CGM. Cette année, on a développé un niveau d'expertise avec bien évidemment le support de Dr Amel, que je tiens à remercier et pour ce partenariat dont je suis très content, la vérité, c'est cette expertise 13485 au niveau des dispositifs médicaux et également le marquage CE. Nous avons un pôle purement organisation et stratégie pour les PME. Nous avons un pôle pour la formation, que ce soit qualité, sécurité, environnement ou autre. Et nous avons un pôle digital, c'est Maline Maroc, qui est carrément je dirais une filiale. Donc voilà un petit peu nos domaines d'expertise qui est resté vraiment axé sur le KHSE et d'autres normes spécifiques, notamment le medical device, l'agroalimentaire ou autre. Alors, Cemaline, rapidement, c'est une solution qui permet en fait de digitaliser tous les systèmes de management de la qualité à travers du module qualité, sécurité, environnement ou la gestion électronique de documents, matériel, ressources humaines. Et donc, on a une équipe aujourd'hui qui s'occupe de ça, notamment Yasmine. Je ne sais pas moi, est-ce que Yasmine est avec nous dans la salle ou pas? Yasmine, donc c'est la Business Development Manager de Cemaline Maroc. Et Badr qui fait aussi l'intégration des données. Donc, on pourra éventuellement vous aider à digitaliser vos systèmes de management de la qualité. Effectivement, dans le cadre de ce partenariat que nous avons avec Dr Amel, nous allons en fait lancer à partir du mois de juin une formation qui s'appelle Lead implémentaire en système management de la qualité et dispositifs médicaux. C'est une formation qui va se dérouler sur 5 jours à partir du mois de juin. Donc, on a 2 jours le 15 et le 16 juin et 3 jours le 28, 29, 30. Je vais juste après présenter Dr Amel qui va animer cette formation et qui est avec nous pour animer ce webinaire. Donc, Dr Amel, c'est une experte spécialiste en tout ce qui est dispositifs médicaux. On a travaillé beaucoup dans ce domaine. Il est docteur de formation. Il a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Il est auditrice internationale dans l'ISO 13485. Il n'y a pas que ça, mais Dr Amel a derrière elle beaucoup de certifications dans d'autres domaines, que ce soit le lean management ou la ISO 9001 ou d'autres domaines de compétences. Donc, c'est Dr Amel qui va assurer la formation des 5 jours. Ce qui est important de cette formation, c'est qu'elle sera animée par un expert qui va venir partager avec vous des retours d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus intéressant de faire des formations théoriques pour éventuellement partager la norme ou partager mais ça va être vraiment une formation qui va vous donner les guidelines, qui va vous donner les guides d'application, que ce soit pour la compréhension des urgences de la norme, la compréhension de la spécificité de 13000 et comment vraiment la mise en place de systèmes sur le terrain à travers, bien évidemment, des guides, des outils et des méthodes. Pourquoi cette formation? Parce que nous avons constaté que dans pas mal d'entreprises qui souhaitent se lancer dans la 13000, on trouve généralement des responsables qualité, mais non pas suffisamment formés sur la 13000, ne maîtrisent pas cette norme. Et donc, à travers cette formation, vous allez mieux comprendre l'approche de la 13000, la structure de la norme, les exigences de la norme, tout le volet gestion de risque, mes dispositifs médicaux depuis la conception jusqu'au je dirais le cycle de vie je dirais de produits. Il y a un volet très important réglementaire qui doit être mis en valeur, que ce soit la réglementation par rapport à la norme, je dirais 745 2017. Voilà, ça va être vraiment une formation très riche, répartie par 3 modules. Le premier module, ça va vous permettre vraiment de comprendre les exigences de la norme et de comprendre les spécificités de cette norme. Deuxième module, vous allez vraiment faire de l'analyse de risque, mais appliquée aux dispositifs médicaux. Attention, ça n'a rien à voir avec l'analyse de risque classique 9001.
C'est une analyse de risque qui est différente et une gestion de risque qui est différente. Et vous allez comprendre la réglementation européenne pour les entreprises qui souhaitent aller vers le marquage CE et vers l'export. Voilà un petit peu. Encore une fois, nous sommes très ravis de vous accueillir parmi nous. Encore une fois, je tiens à remercier Dr Amel. Comme je disais tout à l'heure, on est très ravis de ce partenariat, très ravis que tu sois parmi nous, docteur. Marhaba bik, comme on dit marhaba bik, docteur Yek. Et moi, je t'ai présenté brièvement, mais tu peux, docteur, peut-être ajouter d'autres éléments de présentation par rapport pour mieux vous rapprocher aux participants. Et donc, je vous souhaite une excellente présentation et j'espère que ce partage soit très riche en apprentissage. On est ouvert à toutes les questions. Merci de poser vos questions via le chat. Imen va s'occuper de noter ces questions et va les poser au fur et à mesure à la fin au docteur Amel. Mais si vous voulez, si quelqu'un veut intervenir, nous sommes là pour partager, pour échanger. Vous pouvez éventuellement lever la main, on vous donne la parole et vous êtes les bienvenus. Marhaba bikoum. Voilà, docteur Amel, à vous la parole. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment un grand plaisir. Est-ce que vous pouvez me donner le contrôle déjà pour… fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, pour partager, voilà, donc je démarre à partir de là où vous avez laissé votre présentation. Donc en fait, voilà, moi je suis médecin de formation. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la présentation. Voilà. Donc, oui. voilà. Merci beaucoup pour l'introduction. En fait, voilà, je vais compléter juste un tout petit peu pour dire que moi, je suis médecin de formation et que j'ai travaillé dans les dispositifs médicaux, dans le système de management de la qualité pendant 8 ans chez Baxter, qui est une multinationale. Depuis 2011, je suis auditrice seconde partie avec SQA Services, qui est une boîte américaine. Donc, je fais tout ce qui est audit seconde partie au profit dans la région méditerranéenne pour SQA Services. Sinon, je suis, comme vous l'avez bien précisé, Yessine, et merci beaucoup, auditeur tierce partie pour tout ce qui est 9001, 13485, également la 22716. Je suis auditrice, bien sûr, avec DQS et DQS Med. Voilà. Pour prendre donc la 13485, c'est vraiment le référentiel spécifique pour les systèmes de management de la qualité, pour essentiellement, bien sûr, pour ce qui est des dispositifs médicaux. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. C'est bon? Oui, okay. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, l'avantage, pourquoi aujourd'hui il y a cet engouement par rapport à la 13485, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on veut être compétitif sur le marché, nous devons être certifiés 13485. C'est en fait un gage pour montrer qu'on est dans le respect des exigences réglementaires applicables. Et certains marchés aujourd'hui ne vous permettront pas l'accès. Est-ce que c'est possible de désactiver les micros, s'il vous plaît? Donc, certains marchés vous obligeront à avoir la certification ISO 13485. Est-ce que c'est possible de désactiver, s'il vous plaît, vos micros? Imen? Imen, c'est possible de désactiver? Oui. Malheureusement, oui, je suis en train de chercher. Oui. C'est bon, c'est malheureusement. Je sais pas. Ok, merci beaucoup. Donc, l'objectif, bien sûr, comme autre avantage, merci beaucoup, Imen. Désolée pour le… Donc, en fait, l'avantage encore, c'est bien sûr quand on est dans le cadre d'une mise en place d'un système de management de la qualité. C'est vrai qu'au début, on a toujours vu, quand on mettait en place les systèmes, les gens étaient plus ou moins réfractaires, ça a un coût et tout ça. Mais on a constaté, et c'est eux-mêmes qui nous le disent, qu'après la mise en place du système de management de la qualité, ils ont ressenti l'impact positif de la mise en place d'un système de management de la qualité dans leur entreprise en matière de saving,
marketing, du coût et tout ça. Parce que si vous pensez que la qualité coûte cher, c'est la non-qualité qui coûte encore plus cher. Donc, de la même façon que le fait de mettre en place le système de management de la qualité va permettre cette approche d'amélioration continue, mais surtout l'implication de tout le personnel dans le cadre de cette amélioration continue. La norme 13485, elle est sortie en 2016. Donc, on a le droit de se poser la question, quelle est la structure de la norme? Est-ce qu'elle est de la même structure HLS, High Level Structure, qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui par rapport à la 9001 version 2015, la 14001 ou la 45000? Malheureusement, non. Malheureusement, la norme 13485 est encore aujourd'hui basée sur la structure de la 9001 version 2008. En fait, c'est toujours encore une structure à 8 chapitres. Toutefois, pour ceux qui ont un système déjà en place par rapport à la 9001, il y a l'annexe B de la norme qui pourra vous faire un tableau de correspondance pour que vous puissiez avoir un système de management intégré. Donc là, n'empêche pas l'autre. Hein. Même si elle est toujours basée sur cette structure de 8 chapitres, on a cette possibilité d'intégration du système de management de la qualité. La structure, donc je disais qu'elle est basée sur la structure de la ISO 9001 version 2008 et par conséquent, on va se retrouver avec les chapitres de la 4 par rapport à tout ce qui est exigence en matière du système de management de la qualité, le chapitre 5 qui va détailler les responsabilités de la direction, à savoir les différents chapitres en matière de mise à disposition des ressources, les rôles, définition des rôles de responsabilité, la planification du système de management de la qualité, la communication, les revues de direction. Donc là, ça va être par rapport au chapitre 5. Sinon, en ce qui concerne le chapitre 10, c'est tout ce qui est management de ressources. Qui dit management de ressources, bien sûr, vous savez très bien qu'on parle de l'infrastructure, on parlera des ressources humaines, on parlera de tout ce qui est la maîtrise de la contamination par rapport à nos dispositifs médicaux. En ce qui concerne le chapitre 7, la réalisation de produits, on va entamer tout le processus de la réalisation du produit, dès la planification, la commande, jusqu'à la fabrication à proprement parler, la conception-développement, la fabrication de notre produit à proprement parler. Sinon, pour le dernier chapitre, le chapitre 8, bien sûr, il va être basé sur tout ce qui est le mesurage, tout ce qui est analyse des data et la mise en place, bien sûr, de l'amélioration. Donc, vous voyez très bien que cette structure obéit, comme vous le savez très bien, à notre roue de Deming ou notre processus PDCA dans le cadre de tout ce qui est planification, réalisation de l'activité, vérification, puis amélioration. Juste pour vous dire que dans le cadre de cette présentation, bien sûr, je ne vais pas m'étaler dans le détail des différents chapitres. Je vais juste donner les grands changements ou qu'est-ce qu'il y a d'important par rapport à la 13485. La norme 13485 aujourd'hui n'est pas uniquement applicable aux fabricants. Alors là, pas du tout, mais c'est une norme qui va être appliquée à toute organisme ou toute entité qui va être impliquée dans une ou plusieurs étapes du cycle de vie d'un dispositif médical. Quand je vais parler d'un cycle de vie d'un dispositif médical, j'entends bien sûr de l'idée, le cycle de vie d'un dispositif médical, de l'initiation de l'idée, donc de la conception-développement, jusqu'à la fin de vie du dispositif médical. Et donc, toutes ces étapes, toute personne qui va intégrer une ou plusieurs étapes de ce cycle peut être amenée à mettre en place un système de management de la qualité selon le référentiel 13485. Cela sous-entend bien sûr qu'on peut être fournisseur de matières premières. On fait de la sous-traitance dans l'assemblage. On peut être consultant dans le cadre du cycle de vie de la 13485 et on peut être certifié selon la 13485. Ça peut être un bureau d'études de conception-développement. Donc, vous voyez, il y a une diversité d'entités qui peuvent mettre en place
le système 13 485. Bien sûr, aujourd'hui, il y a cette notion du cycle de vie, donc je vous disais, qui part bien sûr de l'idée de conception-développement jusqu'à la fin de vie d'un dispositif médical. Le cycle de vie aujourd'hui, c'est une notion et c'est une nouvelle définition qui est rentrée au niveau de la 13 485. Pour parler de dire un dispositif médical, mais c'est quoi un dispositif médical? Un dispositif médical, ça peut être un instrument, ça peut être un appareil, ça peut être un équipement, ça peut être une machine, ça peut être un dispositif, ça peut être un implant, ça peut être même un logiciel ou matériel dont le fabricant prévoit qu'il soit utilisé seul ou en association chez l'être humain pour une ou plusieurs fins médicales spécifiques. Je tiens juste à préciser que aujourd'hui, pour les fabricants qui veulent exporter leurs produits sur le marché européen, il y a une liste de produits qui n'est pas à des fins médicales, mais qui est aujourd'hui, de par la réglementation 2017-745, considéré comme étant un dispositif médical. Et je prends là, c'est-à-dire que si vous avez des distributeurs, par exemple, d'un produit acide hyaluronique, pour tout ce qu'on fait, pour tout ce qui est des produits de comblement pour le visage ou autre, pour tout ce qui est appareil pour le bronzage ultraviolet, pour les massages, aujourd'hui, tous ces produits sont considérés des dispositifs médicaux sur le marché européen. De même, quand on veut parler des dispositifs médicaux, c'est vraiment un domaine très large. C'est un domaine où vous allez voir, on peut parler par exemple d'un stéthoscope, c'est un dispositif médical. On peut parler des lentilles. On peut même parler de produits que vous considérez aujourd'hui comme des médicaments. En effet, le produit antiacide ou ce qu'on appelle communément les antiacides et qu'on a l'habitude de prendre à tort et à travers en continu, eh ben, c'est des dispositifs médicaux et ce n'est pas considéré comme des médicaments. Donc, vous voyez, c'est vraiment une classe qui est très variée. Également, je ne sais pas si vous avez au Maroc le Stérimar ou le Physiol, c'est la solution saline qu'on utilise généralement pour le nettoyage. Et ben, cette solution saline, c'est un dispositif médical. Donc, en fait, tout ce qui est produit qui n'a pas une action pharmacologique ou immunologique ou métabolique sera considéré un dispositif médical. Donc là, vous voyez la diversité de la gamme de dispositifs médicaux. Donc là, c'est juste pour vous donner un aperçu, c'est par rapport à tout ce qui est dispositifs médicaux. Quand on parle de dispositifs médicaux, on est, et votre réglementation nationale marocaine également le spécifie, on parlera de classes de dispositifs médicaux. Et il y a différentes classes. Et ces classes sont en fonction du risque associé à l'utilisation du dispositif médical. On parlera d'une classe à risque faible, c'est la classe 1, où là, tous les fabricants n'ont pas besoin d'être certifiés par un organisme notifié. Donc, ils peuvent avoir un système 13 485, par exemple, par Imanor ou tout autre organisme. Par contre, dès qu'on passe dans les classes supérieures, à savoir soit la classe 1 pour les dispositifs réutilisables ou la classe 1 de dispositifs de mesurage ou la classe 1 stérile pour la classe 2A, 2B et 3, on doit obligatoirement faire appel à un organisme notifié. C'est quoi la différence entre un organisme de certification et un organisme notifié? En fait, l'organisme notifié, c'est un organisme qui a été, je vais dire, l'équivalent de accrédité par la communauté européenne pour certifier de la conformité de vos produits par rapport à l'exigence de la réglementation 2017
745 si vous voulez bien sûr obtenir un marquage CE de votre produit pour pouvoir le vendre sur le marché européen ou d'autres marchés, même africains, qui parfois exigent de nous d'avoir un marquage CE. Donc là, c'était un aperçu par rapport à différentes classes. Aujourd'hui, dans le cadre de la 13485, tout fabricant ou toute personne devra définir son rôle par rapport au système de management de la qualité. Et la norme aujourd'hui, comme pour la réglementation 2017-745, définit le rôle, 4 rôles. Le rôle du fabricant, et là, quand je parle de fabricant, c'est toute personne qui va intervenir, soit fabriquer elle-même son produit ou externaliser, mais elle va mettre le dispositif médical sous sa propre marque, portera cette appellation, aura ce rôle de fabricant. L'importateur, c'est la personne qui va importer les dispositifs médicaux pour les mettre sur le marché, que ce soit européen ou marocain ou tunisien ou tout autre marché. Le mandataire, en fait, dans le cadre, quand on est une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux hors du territoire européen, nous avons l'obligation d'identifier quelqu'un qu'on appellera le mandataire, qui va être notre représentant autorisé sur le territoire européen. Le distributeur, bien sûr, c'est toute entreprise ou toute entité qui va assurer, elle, la distribution sur un territoire de nos dispositifs médicaux. Pourquoi il est important d'identifier notre rôle? Tout simplement parce que en identifiant notre rôle spécifiquement, nous avons l'obligation, en fonction de ce rôle, d'identifier toutes les exigences réglementaires applicables pour nous en fonction de ce que nous avons défini. Quand on veut parler d'exigence réglementaire, et juste pour votre information, ce terme d'exigence réglementaire a été cité plus de 80 fois dans la norme. C'est pour vous montrer l'importance de ce que nous avons l'obligation d'identifier. En effet, nous avons l'obligation d'identifier en fonction de notre rôle et en fonction de nos dispositifs médicaux toutes les exigences réglementaires applicables parce que, nous avons l'obligation de les identifier et deuxièmement, nous avons l'obligation d'intégrer toutes ces exigences dans notre documentation interne. Et bien sûr, quand je parle exigences réglementaires applicables, ça peut être les lois internes nationales, ça peut être des lois régionales, ça peut être des réglementations, des directives, des guides. C'est tout cette documentation où nous avons l'obligation d'assurer une veille réglementaire. Donc, il y aura obligatoirement une liste des exigences réglementaires applicables, aussi bien pour le système que pour chaque dispositif médical que vous aurez développé ou fabriqué. Donc là, ce que je disais, donc on parlera aussi bien des exigences nationales, internationales, par rapport à l'exigence produit, mais également les exigences applicables au marché. En effet, si votre dispositif médical va être sur le marché européen, vous avez l'obligation d'être en conformité par rapport à la réglementation 2017-745, mais pas uniquement. Vous avez l'obligation de vérifier au niveau des normes harmonisées celles qui sont obligatoirement applicables à votre dispositif médical. Pour le marché américain ou saoudien ou Arabie Saoudite ou autre, il y a la FDA. Idem, pour la FDA, il n'y a pas uniquement les exigences du système pour lesquelles il faut être en conformité, mais également, on se réfère à l'ISO 16142 pour identifier quelles sont les exigences normatives applicables à mon dispositif médical. Vous voyez donc que par rapport à ces exigences réglementaires, c'est une étape primordiale et
importante qui va prendre une partie importante de votre timing dans le cadre de la mise en place de votre système de management de la qualité. Là, j'ai mis un slide, ce n'est pas le mien, c'est Qualityzo, que je remercie, qui a résumé dans ce schéma la plupart des normes qui pourront être applicables par rapport à notre système de management de la qualité. Et comme vous le voyez, au centre, nous avons la ISO 13485 par rapport au système de management de la qualité, mais vous voyez tous les autres référentiels qui sont plus ou moins applicables selon le type de dispositif médical. Il y a, tout à l'heure, on a parlé de la ISO, Yessine a parlé de la ISO 14971. Eh bien, la ISO 14971 est la norme obligatoirement à utiliser dans le cadre de la gestion des risques pour les dispositifs médicaux. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie de normes. Il y a les normes pour tout ce qui est information à fournir par rapport aux instructions d'utilisation. Il y a une norme, la 15223, par rapport à tout ce qui est symbole à utiliser sur les étiquettes. Il y a les normes dans le cadre du développement, de la conception-développement. Il y a d'autres normes pour prouver que notre produit est conforme et qu'il est sûr et performant, qu'on a l'obligation de faire, comme les tests de biocompatibilité, s'il y a des risques associés, des risques biologiques qui sont associés à l'utilisation de notre dispositif médical. Donc voilà, là c'est juste une idée générale par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme exigence réglementaire applicable à notre dispositif médical. Quand on va parler de risque, ce que je viens de dire, c'est que nous, quand on parle de risque par rapport à 13485, c'est obligatoirement pour nous, dans le cadre du concept, le risque, c'est tout ce qui va toucher la sécurité ou la performance du dispositif médical et ou la mise en conformité aux exigences réglementaires applicables. C'est-à-dire que quand on va assurer notre évaluation ou notre analyse des risques dans le cadre de notre système de management de la qualité, on va se demander, est-ce que cette activité, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme impact sur la sécurité performance ou exigences réglementaires applicables. Et par conséquent, voilà comment on définit. Sinon, pour nous, le risque, contrairement à d'autres référentiels, il est défini comme étant le produit entre la gravité et l'occurrence, le produit étant le risque. Donc, c'est une définition basique, très simple. Risque égale produit entre gravité et occurrence. Comment gérer les risques? Donc là, obligatoirement, par rapport à, par exemple, à 14971, il y a tout le processus qui est décrit dans cette norme 14971 qui va nous décrire tout le processus de comment gérer les risques en l'établissant, en identifiant les dangers, les situations dangereuses, en estimant le risque ou l'impact ou le danger par rapport aux utilisateurs, évaluer, estimer ces risques, comment on va maîtriser ces risques, on va contrôler l'efficacité et les mesures, des moyens de mesure qui sont mis en place. Dans le cadre de l'analyse des risques par rapport aux produits, nous devons obligatoirement réaliser des évaluations cliniques pour identifier les bénéfices associés à l'utilisation de nos dispositifs médicaux. Et par rapport aux risques que nous aurons identifiés et aux résultats de l'évaluation clinique, on va réaliser ce qu'on appellera notre balance bénéfice-risque. Donc, voilà par rapport au risque. Donc, nous, l'obligation, c'est notre dispositif médical. J'ai presque terminé. Oui. Là justement, je voulais juste poser une question dans la foulée. Oui. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de toutes les normes qui entourent la 13000, Oui. voilà, ici, et maintenant, vous avez parlé des rapports bénéfices-risques. Et là, on trouve une norme qui s'appelle le X, si on revient vers le slide, on trouve une norme qui s'appelle X. Tout à fait, le rapport bénéfice-risque. 99. Tout Voilà, à fait. c'est une norme déjà qui définit les règles. Voilà. Tout à fait, tout à fait.
Et on va trouver En beaucoup fait, d'autres. D'accord. Oui, tout à fait. Je confirme tout à fait. Il y a donc des référentiels normatifs applicables pour des différentes activités. De même, déjà, quand on va parler par rapport à notre dispositif médical, donc l'objectif, nous, quand on fait la conception, qu'on fabrique un dispositif médical, l'objectif est bien sûr de mettre sur le marché un dispositif médical qui soit sûr et performant. Et pour s'assurer de la sûreté et de la performance de notre dispositif médical, nous avons l'obligation, bien sûr, de réaliser cette analyse de risque, de réaliser l'évaluation clinique, mais également, dans une première étape, nous avons l'obligation d'utiliser la norme 62366 pour définir le dossier de l'aptitude à l'utilisation. Donc là, vous voyez, donc dans le cadre déjà de la conception-développement, on va s'amuser à utiliser différents référentiels pour pouvoir obtenir un dispositif médical qui soit sûr et performant. La norme 13485, aujourd'hui, je vais rentrer un tout petit peu dans certaines phases de détail par rapport aux exigences, parce que surtout les nouveautés dans la 13485, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de valider toutes les applications logicielles impliquées dans notre système de management de la qualité. Et quand je parle d'applications logicielles à valider, je parle aussi bien des applications des ERP, tout ce qui est applications utilisées sur les automates en production, les GMAO utilisés en maintenance, le logiciel par exemple qui nous a été présenté par Yessine pour la gestion de la documentation, obligatoirement, si on va l'utiliser dans la 13485, obligatoirement il doit être validé. Nous avons l'obligation même de valider tout ce qui est fichier Excel utilisé avec des macros. Et donc là, vous voyez, on va les valider avant leur première utilisation et chaque fois après chaque modification. Et là, faites attention, il y a un référentiel normatif, le 80002, lui qui va vous aider pour travailler comment mettre en place l'approche de ces validations des applications logicielles. Oui, il y a une question? Yacine, tu voulais poser quelque chose? Une question? Je voulais juste dire, par rapport à la validation de logiciels, c'est quoi le risque derrière et pourquoi cette exigence qui est assez, je dirais, la norme est très claire là-dessus. Il faut absolument qu'on valide. C'est quoi le risque derrière et pourquoi cette exigence de validation? Parce que parfois, on se pose des questions et le responsable qualité ou même les responsables d'entreprise, il te dit oui, logiciel, mais je fais que les achats. Oui, logiciel, mais je jure que la documentation. Pourquoi je le valide? Pour quelle raison? D'accord. En fait, il faut savoir que dans l'industrie pharmaceutique, ceci a toujours existé. Donc, nous, on est en train, on est arrivé à la traîne, en fait. Et pourquoi aujourd'hui on parle de validation des applications logicielles? Il y a déjà, pour répondre aux exigences réglementaires applicables, et n'oubliez pas que moi, j'ai parlé de risques par rapport à la sécurité performance et aux exigences réglementaires applicables, dans le sens où aujourd'hui, toutes vos données d'achat, toutes vos données de fabrication, toutes vos données de documentation sont des exigences réglementaires et qui doivent être archivées pour une durée de 10 ans. Si vous répondez votre produit sur marché européen ou marché américain ou marché asiatique ou tout ça. Donc, il y a une durée d'archivage de votre donnée de 10 ans. Si vous me dites qu'aujourd'hui, vous ne validez pas votre système, il y a un risque, soit qu'il soit piraté, soit qu'il soit, il y a un virus qui va bousiller tout votre système, vous n'aurez plus de preuves de réalisation. Et donc là, vous n'êtes plus en conformité par rapport aux exigences réglementaires applicables. C'est ça le problème, en fait. D'accord? D'accord, ok. Nouvelles exigences. La norme aussi a mis l'accent sur tout ce qui est exigence par rapport à la stérilisation et par rapport à la stérilisation et la barrière stérile et tout ce qui est validation de transport et tout ça, il y a des référentiels spécifiques. C'est les normes 11607-1 et -2 de 2019 ou 2020 pour les normes européennes qui nous définissent quels sont tous les tests à mettre en place pour répondre à la conformité par rapport à la validation des barrières stériles et validation du transport. En fait, nous avons l'obligation de valider le transport de nos produits stériles, de montrer dans le cadre de la sûreté, pour montrer que notre produit est sûr et performant, nous avons l'obligation de réaliser des validations de transport aérien, maritime et terrestre.
pour montrer que la barrière stérile de notre produit n'est pas touchée par l'un de ces transports. Donc, bien sûr, il y a l'obligation que le personnel soit qualifié, mais après, pour chaque type de stérilisation, vous avez un référentiel normatif spécifique. Donc, si on est dans la stérilisation avec l'oxyde d'éthylène, ça va être un référentiel normatif. Avec le radiant, c'est un autre référentiel normatif. Le remplissage aseptique, c'est un autre référentiel normatif. Donc, vous voyez l'importance de la veille réglementaire qui est à faire en premier. La conception-développement, c'est un processus qui est plus ou moins, pour ceux qui sont familiers avec la 9001 version 2015, donc je vais dire la dernière version, c'est plus ou moins le même processus, à l'exception près que nous, on rajoute deux choses. On rajoute trois choses, je vais dire peut-être deux choses importantes. C'est que nous, on a l'obligation d'avoir la traçabilité entre, quand on fait la conception-développement et le transfert de la documentation ou du produit vers la production. Donc, on a, nous, la conception-développement, c'est vraiment plusieurs procédures. Donc, la norme nous dit carrément, en chapitre 7.3, en début d'introduction, que nous devons avoir des procédures de gestion de la conception-développement. En effet, nous avons besoin de procédures pour les données d'entrée, les données de sortie, pour la revue de la conception-développement, pour la planification de la conception-développement, la vérification de la conception-développement, la validation de la conception-développement, le transfert de la conception-développement, la gestion des modifications dans le cadre de la conception-développement. Et la chose qui diffère par rapport à 9001, comment on va gérer les dossiers de conception-développement, puisque nous, on a l'obligation de maintenir les dossiers de conception-développement qui font partie intégrante du dossier par exemple, pour ceux qui font le marquage, une partie, donc ça va faire partie du dossier technique pour documentation technique qui sera soumise pour le marquage CE. Processus externalisé, donc je vais englober en même temps parler de l'achat. Nous, c'est-à-dire que nous, quand on va parler de processus externalisé, on peut le faire. Donc, c'est-à-dire que je peux externaliser une partie ou voire même la totalité de la fabrication. Mais quel que soit le processus que je vais externaliser, ce processus doit être vraiment identifié et surveillé, mais surtout faites attention. Légalement, vous restez toujours responsable. Et faites attention, pour les processus externalisés, vous devez prendre en considération qu'il faudrait avoir, surtout pour les processus externalisés critiques, un contrat entre vous et ce fabricant, parce que obligatoirement, ce fabricant ou ce sous-traitant pourrait être audité par votre organisme notifié. Donc, quand on externalise des processus qui sont critiques, ces processus critiques peuvent être, dans le cadre de votre activité, audités. Je vais prendre un exemple. La semaine dernière, on m'a appelé pour me dire, voilà, il y a une entreprise qui aimerait se certifier, mais uniquement pour la fabrication, parce que les autres activités d'achat, de ressources humaines et autres sont externalisées. Ah bon? Ok, pas de problème. Mais toutes les activités externalisées qui sont critiques et impactantes, avec un risque sur le produit, vont être auditées. C'est-à-dire, ne vous cachez pas derrière cette notion de processus externalisé. De plus, pour ceux qui sont dans le marquage CE, la liste de vos fournisseurs critiques sera obligatoirement insérée dans votre documentation technique. Et vous devez démontrer quels sont les moyens que vous mettez en place pour maîtriser tous les processus externalisés. Et donc, là, il y a le contrat, il y a l'obligation de travailler qu'avec des laboratoires, par exemple, accrédités. On ne peut pas travailler avec des laboratoires non accrédités dans le cadre, par exemple, de la réalisation des tests. Je prends un exemple. Quand vous allez faire fabrication de masques et que vous allez faire les tests de pénétration de l'air ou des tests de microbiologique, si vous n'avez pas des résultats avec des laboratoires accrédités par les autorités compétentes dans les pays où vous allez commercialiser, où vous avez enregistré votre produit dans le cadre d'un marquage CE, eh bien, vos tests ne sont pas acceptés. Donc, faites attention par rapport à ça.
Les réclamations, donc aujourd'hui, on a un processus qui prend toute sa place. C'est ce qu'on appellera, vous le trouverez soit pour ceux qui sont familiers avec la francophonie, ça sera le SAC ou le SCAC. Et pour ceux qui sont anglophones, ça sera le PMS ou le PMCF. En fait, c'est quoi? Ce processus de surveillance après commercialisation, nous avons l'obligation aujourd'hui de mettre en place un système proactif pour collecter toutes les informations, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette phase de attendre la réclamation pour pouvoir agir. Non, on a l'obligation de mettre en place un système de surveillance après commercialisation qui va nous permettre d'être beaucoup plus en alerte proactif par rapport aux risques. Et donc, on va analyser les tendances, on va analyser, dans notre analyse des risques, on a mis des indicateurs pour la surveillance après commercialisation. Et nous, dans le suivi par rapport au volume des ventes, par rapport aux effets indésirables, par rapport aux complications, par rapport au retour qu'on a eu de différents utilisateurs, on va mettre en place un système de surveillance après commercialisation. Bien sûr, pour ceux qui sont sur le marché européen, le processus de surveillance après commercialisation est mieux réglementé que dans la norme 13485 et un peu plus compliqué avec des exigences d'implémentation de rapports à des fréquences qui sont clairement définies dans la réglementation. Aujourd'hui, je suis un responsable qualité et je vais mettre en place un système ISO 13485. Quelles sont les étapes généralement pour une mise en place d'un système de management de la qualité? La première chose à faire, c'est quoi, quel est mon produit? Est-ce qu'il est réellement un dispositif médical? C'est quoi la classe de mon dispositif médical? J'identifie un responsable du projet, j'identifie c'est quoi mon rôle dans l'entreprise et du fait que j'ai identifié déjà mon dispositif médical et sa classe, je vais m'adapter à m'atteler à identifier les exigences réglementaires applicables comme on en a parlé tout à l'heure. Une fois qu'on a identifié ces exigences, je vais faire un gap analysis pour identifier qu'est-ce que j'ai en interne actuellement et qu'est-ce qu'il me manque pour être en conformité, ce qu'on appellera le gap analysis. Après, il y a une exigence obligatoirement. Toutes les personnes qui sont impliquées dans le système ISO 13485, on vous demandera obligatoirement à vos cadres, au minimum à tous les pilotes de processus, d'avoir été formés à la 13485 et c'est une question d'audit. De plus, même si il y a le staff qui a été formé par un organisme externe, obligatoirement, vous devez cascader en interne, sensibiliser tout votre personnel aux exigences de la 13485. Idem, obligatoirement, toute personne impliquée dans la gestion du risque, ou à la limite, on exigera que au moins le chef du projet soit certifié ISO 14971. Et bien sûr, quand je dis éventuellement formé à l'audit interne par rapport à la 13000, quand on est une entreprise qui est qui compte un nombre de personnel important, je recommande toujours qu'il y ait un pool d'auditeurs internes parce que ça permet aussi bien aux auditeurs qu'audités de s'entraîner en continu par rapport aux exigences de la 13485. Bien sûr, après, l'étape secondaire, c'est d'identifier les processus et de travailler les interactions des différents processus, d'établir la documentation et les enregistrements. Par rapport à la norme 13485, aujourd'hui, on est toujours à identifier un représentant de la direction qui va être, lui, le garant ou, je vais dire, le contact entre la direction et le reste des pilotes de processus. Il est le représentant, donc il a l'autorité de collecter les données à analyser, il a l'autorité d'inviter les gens, de sensibiliser le personnel, voilà. Donc là, c'est le rôle du représentant qui est clairement défini dans la norme. Après, une fois qu'on a mis tout ça, qu'on met en œuvre, généralement, on demande à ce qu'il y ait au moins 3 mois d'enregistrement. Après, on va auditer le système. Ça peut être un audit à blanc.
puis on met un plan d'action avec les écarts identifiés durant les audits pour enfin réaliser la revue de direction. Et après, bien sûr, on fera appel. Entre-temps, bien sûr, on a mis en place le processus d'identification d'un organisme pour la certification. Et là, on sera fin prêt pour être certifié. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé. Et bien sûr, je pense qu'on peut ouvrir, voilà, les questions. Je vous donne la main. Vous pouvez reprendre la main, Kérim ou Imen, pour les questions. Ok, je reprends la main. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, docteur, pour vraiment la pertinence de la présentation. C'était très concis. À travers la présentation, vous avez pu dérouler un petit peu l'essentiel, que ce soit au niveau des normes, de la norme. Et donc, on a compris qu'il y a une partie importante de la 9001, mais il y a une partie aussi importante spécifique aux dispositifs médicaux. Nous avons compris aussi que le volet analyse de risque est un enjeu très important dans les dispositifs médicaux et que le volet analyse réglementaire et veille réglementaire est un enjeu important aussi qu'on doit, je dirais, bien maîtriser. Voilà, donc la classification de nos produits il est importante parce que ça permet de bien définir et la réglementation qui régit aux produits et d'autres aspects, je dirais, spécifiques. Merci vraiment pour cette présentation. Merci pour tous les participants. On est très content d'avoir tant du monde. On est plus de 70 personnes. Donc, on va ouvrir les débats. Donc, celui qui veut poser la question, il lève la main, il pose la question directe, il prend la parole, il active le micro, et soit le bienvenu. Donc, juste lever la main pour mieux s'organiser. Hein. Alors, qui souhaite démarrer par la première? Alors, Mariam. Je me présente, Mariam Brettal. Oui. Je suis experte en management de transformation. Donc, j'ai plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, je suis motivée pour être plus impliquée dans le domaine de la santé. Voilà. Donc, là, j'ai une petite question à Madame Amel. Merci beaucoup pour la qualité de et la richesse. Ça nous a permis de clarifier certaines choses. Moi, par mon expérience dans le système de management de qualité ISO 9001 version 2015, je ne suis pas dans le domaine médical. Est-ce que j'aurai les compétences d'assurer des accompagnements par rapport à cette norme 13485? En fait, Mariam, l'accompagnement, le processus d'accompagnement est le même. Le plus important, c'est ce que je disais, c'est de connaître les exigences réglementaires applicables. C'est-à-dire que le risque, voilà, le risque, il vient dans cette partie. C'est-à-dire qu'une fois vous aurez appris à jongler par rapport aux différents référentiels, aux exigences réglementaires, honnêtement, moi, je vais dire que oui, globalement, l'approche est la même. L'approche. Hein. Après, il faut maîtriser la classification des DM, connaître c'est quoi, quelles sont les exigences par rapport aux uns et aux autres. C'est beaucoup plus la maîtrise des exigences réglementaires applicables que la norme en elle-même. C'est-à-dire que, contrairement à la 9001 2015, nous, c'est une norme de procédure. Nous, on a à peu près 56 documents exigés, 25 procédures exigées, un manuel qualité et 56 enregistrements. Et je ne parle pas des documents et exigences spécifiques à la production. D'accord. En fait, je peux rajouter un petit point pour vous, Myriam, si vous permettez. Nous, j'ai compris votre objectif. Nous aussi, nous sommes un cabinet de conseil, on accompagne les entreprises et on a fait beaucoup de projets 9001, 45001 et d'autres spécifiques. Mais dès qu'on a voulu travailler sur la 13000,
sincèrement, ce n'était pas aussi évident. Nous avons trouvé des difficultés, il faut le dire. Et c'est grâce à Dr Amel, à l'accompagnement de Dr Amel, qui est aujourd'hui notre partenaire principal de Tenaxia, qui nous aide aujourd'hui tous nos projets, parce on travaille déjà sur des projets. On est sur 6 projets d'accompagnement à la 13 000. Mais tous nos projets, c'est Dr Amel qui est derrière nous, qui nous oriente, qui valide. C'est beaucoup d'expertise. Hein. C'est pas, quelque chose de facile. C'est ça ma question. Voilà. Est-ce que je partage avec vous, j'ai compris parfaitement votre question, Anne-Marie. Je partage avec vous, avec toute transparence, sincérité, notre expérience dans l'accompagnement. Et lorsqu'on a commencé à entamer la 13 000, au départ, on s'est dit, sincèrement, ouais, écoute, 13 000, il y a beaucoup de 9 000, donc on va y aller. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur ce système, d'ailleurs, je salue ma collègue Safa Khaldi qui est avec nous et qui est notre consultante senior et chef de projet de Tenaxia, qui travaille étroitement, en étroite collaboration avec Dr Amel. Tout à l'heure, s'il peut dire un petit mot là-dessus, mais ce n'est pas assez évident. Donc, on a fait beaucoup de formations avec Dr Amel, il nous a fait beaucoup de coaching et il nous suit sur tous les projets. Parce que c'est des choses très spécifiques et ce n'est pas aussi facile. Voilà. Voilà, parce que moi, j'ai accompagné pas mal de structures qui ont des exigences réglementaires, mais ce n'est pas aussi, comme vous avez dit, ça ne va pas être aussi complexe. Là, c'est pas. Mariam, le dispositif. Je comprends, Marie, le dispositif, c'est tout un monde, hein, c'est un monde à part. Hein. Après, quand vous allez rentrer, c'est difficile d'en sortir. Merci, Marie. Alors, il y a deux personnes qui veulent poser une question. Il y a Adil Karouani et après, donc je te donne la parole à Adil. Et après, je pense qu'il y a un monsieur Noah. Voilà. Alors, Adil. Très bien, bonjour tout le monde. Adil Karouani, auditeur des systèmes de management, qualité, santé, sécurité au travail et environnement, et aussi la 22716. Merci Yassine, cher frère, pour cette invitation, et merci Dr Amel pour en fait la qualité de votre intervention et aussi votre générosité en termes de partage de données. Tabarakallah, à part en fait les slides, vous avez partagé plusieurs éléments qui sont très pertinents, très importants par rapport aux dispositifs médicaux. J'ai deux petites interventions. J'ai vu que vous avez en fait répondu à C. Omar par rapport aux exigences non applicables. Oui. J'aimerais bien en fait revenir sur ce volet parce que c'est important. Quelles sont en fait les exigences qui sont non applicables, surtout les chapitres où on a en fait on est permis de ne pas avoir en fait ou ne pas en fait d'exclure des exigences par rapport à cette norme. Ça c'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport en fait aux normes applicables et normes on va dire obligatoires. Vous avez cité des exemples par rapport au volet stérilisation, donc un certain nombre de normes qui sont applicables, mais est-ce que ce sont des normes qui sont en fait obligatoires ou je suis juste en fait des normes où on peut se référer et avoir des bonnes pratiques, par exemple, justement par rapport aux exigences qui sont intégrées au niveau de ces normes. D'accord. Merci Adil. Donc là par rapport à la question qui a été posée par Omar, laquelle j'ai répondu, c'est par rapport à un distributeur de dispositifs médicaux. En fait, par rapport aux distributeurs médicaux, donc c'est un système de management qualité bien sûr qui va être simple, puisque et je vais rebondir sur votre deuxième question, première question à Adil, puisque la norme aujourd'hui nous permet en fait, vu que le domaine d'application est assez diversifié, on peut l'utiliser pour différents systèmes, pour différents intervenants, aussi bien fabrication, produits, services, par rapport aux composants, par rapport à stérilisation, par rapport à tout ça. Donc, on a la possibilité d'avoir des chapitres non applicables, des sections au niveau des chapitres non applicables, au niveau des chapitres 6, ressources, 7, réalisation de produits, et chapitre 8. Toutefois, je ne peux mettre un chapitre non applicable que s'il est correctement justifié, donc l'obligation d'avoir le justif, mais également, il ne faut pas qu'il y ait, c'est-à-dire que ça ne touche pas
à la qualité du produit. C'est-à-dire que je ne peux pas m'amuser à dire, par exemple, la propreté du produit ne me concerne pas. Si ceci va toucher la qualité du produit au final. Donc, voilà. Donc là, au niveau du chapitre 6, 7 et 8, pourquoi le 8? Le 8, en général, plus ou moins, il va y avoir deux sections qu'on peut dire non applicables. C'est par exemple la relation avec les autorités compétentes, le signalement aux autorités compétentes. C'est-à-dire que quand on est des sous-traitants, quand on est on peut ne pas avoir à avoir un rôle direct avec les autorités compétentes dans la région. Par exemple, le ministère de la Santé ou autre, on n'intervient pas dans la vigilance. Ça, c'est le rôle du fabricant. Deuxième point, puisqu'on parlera aussi du retravail ou rework par rapport au dispositif médical. Donc, si on n'a pas d'activité de retravail, donc on ne retravaille pas le dispositif médical, donc soit il est bon, soit il est rejeté, là, on peut dire que la section du rework n'est pas applicable. Donc là, votre deuxième question. Donc, pour ce qui est des normes, pour ce qui est des normes, quand vous allez faire votre analyse du risque produit, je ne parle pas autre chose, produit, vous avez donc l'annexe A du guide 24971 qui est relatif à la 14971. Vous avez une série de questions qui vont vous être posées pour définir comment votre produit est sûr et performant. Par rapport aux réponses, vous allez prouver que votre produit est sûr et performant par rapport à certains référentiels. Et ces référentiels, si vous êtes sur un marché européen, obligatoirement, c'est l'utilisation des normes harmonisées. Et là, c'est un texte législatif qui sort et qui vient de sortir, le référentiel 575, pour la réglementation 2017-745. Pour l'international, on a l'obligation d'utiliser la ISO 16142. Quand je dis d'obligation, c'est-à-dire que, par exemple, la ISO 15223, c'est les symboles que nous allons utiliser sur les étiquettes. Donc, c'est des symboles qui sont harmonisés. C'est-à-dire que nous devons utiliser des symboles qui sont, par exemple, la 20417, c'est une norme qui va nous donner les informations documentées qui doivent être communiquées par le fabricant. Donc là, tout dépend dans quel pays vous êtes. Si vous êtes sur le marché européen, c'est une obligation d'utiliser les normes harmonisées en premier. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas les normes harmonisées, vous devez justifier le pourquoi. Et si, donc, on vous donnera l'autorisation et aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de l'art, dans le cadre de l'analyse des risques, on a l'obligation d'utiliser, donc, on a l'obligation d'utiliser dans le cadre de l'état de l'art tout ce qui existe en matière de réglementation, normes ou autres. C'est-à-dire qu'on doit se baser sur quelque chose qui est plus ou moins harmonisé plutôt que d'inventer des process. J'espère que j'ai répondu à votre question, Adil. Largement. Je vous en prie. Je vous en prie. Je pense que tu as dépassé ces attentes en temps de réponse. Comme je l'ai bien pris, c'est ta générosité. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Donc là, merci beaucoup, mon frère Adil. Il y a une question qui a été posée par Esma avant de prendre, je crois, Kenu. Pour un distributeur, est-ce que le fait de changer de conditionnement, carton d'emballage par exemple, pour une raison ou une autre, peut être considéré comme du rework ou retouche? Là encore, franchement, Esma, tout dépend. Si on est dans un reconditionnement d'un produit qui est d'un produit stérile, là, faites attention. Parce que déjà, vous avez fait la rupture de cette barrière stérile. Et est-ce que votre emballage que vous allez mettre secondaire, est-ce qu'il va respecter la barrière stérile telle que définie, telle qui a été validée? Alors là, on repart sur les exigences réglementaires applicables dans votre pays. OK? Exact. Et pour l'Europe, le repackaging est considéré, toute personne qui touche et qui fait un réemballage est considéré le fabricant. Il devient le fabricant. Donc, il y a une autre question. Je pense qu'on va donner la parole à
Kianu. Oui, bonjour, c'est Kino. Bonjour déjà, Kino, merci pardon. beaucoup. Non, je vous en prie. Merci beaucoup pour votre intervention et la qualité du contenu. Et merci beaucoup de m'avoir ouvert justement aux problématiques du management de la qualité. Moi, pour ma part, je viens pas du tout, mais j'ai pour projet en fait de créer une société de distribution de dispositifs médicaux et je voulais simplement, donc, si j'ai bien compris tout à l'heure, en fait, tout le monde peut être impacté et intéressé justement par ces mises en place de normes de management de la qualité. Toutefois, est-ce qu'il est pertinent de mettre en place ce type de procédure sur des structures naissantes de petite taille pour lesquelles les règles sont... Moi, j'y vois là l'avantage de gagner en visibilité et peut-être également aussi de gagner en crédibilité, notamment sur les marchés publics. En fait, je pense que vous avez un problème de connexion, mais je vais répondre quand même. Hein. Je vais répondre pour... c'est très simple, Kenou. Aujourd'hui, vous êtes obligé, de par déjà, la règle, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais si vous êtes un distributeur en Afrique ou vous êtes au Maroc, c'est une obligation chez vous d'être certifié ISO 13485 en tant que distributeur. On va lui demander, docteur, si tu permets, on va lui demander de quel pays. Keno, tu peux nous dire de quel pays? En France. En France, Keno. Alors là, c'est plus ou moins obligatoire pour vous dans le sens, tout dépend en fait. En France, ça dépend. En France, l'exigence, vous devez être en conformité par rapport aux exigences de la réglementation. C'est-à-dire que vous devez avoir le registre pour le suivi de distribution, la traçabilité et le registre et toutes les activités de surveillance, de comment vous allez surveiller la vérification de l'importateur, vos exigences en matière, donc là, si l'article 10, article 11, 12, 13, vous êtes l'article 14. Donc, toutes les exigences par rapport à l'article 14 de la 2017-745, plus les autres exigences. C'est vrai que pour vous, en tant que distributeur, aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence d'avoir un contrat avec le fabricant, mais je vous le recommande fortement. Et vous, en France, il n'y a pas d'exigence parce que vous êtes obligé d'être en conformité par rapport à la réglementation dans le sens où vous avez l'obligation d'avoir votre registre, vous pouvez être audité par les autorités compétentes, vous devez avoir en place un système pour la traçabilité dans le cadre de la distribution et la traçabilité de la vigilance quand elle vous est communiquée. C'est bon, Kenou? Voilà. Donc, par contre, très bien. Voilà. Par contre, à qui on exige un système de 13 000 aujourd'hui, c'est beaucoup plus les distributeurs qui sont hors Europe pour une raison très simple. C'est comme vous, comme en Europe, il y a cette exigence de la 2017-745, donc ils ont l'obligation de mettre en place un registre. Et les fabricants en Europe, comme ils ont peur aujourd'hui des conséquences par rapport à la vigilance et non-respect de la vigilance, donc ils préfèrent travailler avec des distributeurs en Afrique ou autres qui ont le système 13 485 en place. Au moins, ils sont sûrs d'avoir la traçabilité de la distribution et les registres de la traçabilité de la vigilance. Voilà le problème pour le reste pour les pays hors Europe. C'est bon, Kenou? C'est très bien, merci beaucoup. J'ai juste une précision du coup à vous demander. Est-ce que ne pas avoir la norme 13 485 peut être discriminant pour, par exemple, accéder à certains marchés publics? En France, je ne sais pas. En Tunisie, oui. Moi, je parle de mon pays. En Tunisie, oui. Parfois, on vous demandera obligatoirement d'être... C'est un plus, en fait. Tout dépend des appels d'offres. Hein. Oui, mais c'est en fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous dites, je mets en place le système, d'une part, pour assurer une assurance en interne, je maîtrise mon process
et je maîtrise les risques par rapport à mes produits. Et donc, c'est un gage de confiance pour mes clients et mes parties intéressées. Et donc, du coup, tu es couvert. Le risque, c'est quoi? C'est que demain, il y a un appel d'offres qui sort et dans le QTPS, il y a la certification 13 000, ben, tu es exclu. Et donc, du coup, peut-être que ça pourra être, je dirais, une contrainte sur le plan commercial. Donc, moi mon conseil, Zama, avec toute simplicité, c'est d'aller vers la 13 000, vous n'allez rien perdre. Et donc, ça peut être que bénéfique. Absolument. Voilà. Voilà. Merci, Kenu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un veut poser une question, bienvenue, Kenu, il n'y a aucun problème. Il y a une question de Fatima Harar. Si elle est toujours là, Alors, dans le cas de fabrication de dispositifs médicaux stériles, quels sont les documents susceptibles d'être audités? Bien sûr, c'est votre système de management de la qualité, c'est tout ce qui est les validations par rapport, je n'ai pas parlé des validations, mais oui, on a l'obligation de valider nos équipements en process. Il y a des procédés qu'on appellera des procédés spéciaux, tels que le moulage, l'injection, la soudure radiofréquence. Tout ça sont appelés des procédés spéciaux et par conséquent sont obligatoirement validés. La fabrication, les DM stériles, bien sûr, nous avons l'obligation de valider la barrière stérile, de valider le transport et là, de valider la méthode de stérilisation. Donc là, vous avez tous ces documents sont audités, les paramètres de la stérilisation, le dossier de fabrication, le dossier de stérilisation, tous ces documents sont obligatoirement audités. C'est bon, Fatima, tu as une autre question? J'ai répondu. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sinon, donc, on va Docteur Ahmed, devoir... Oui. Oui. il y a une question sur la chatte de Zouari. Oui. En tant qu'expert, Zouari, oui. Oui, en tant qu'expert visiteur pour l'accréditation des établissements, pour d'exiger des fournisseurs de DM de répondre à l'ISO. Est-ce que c'est possible, Dr Zouari, de m'expliquer un peu plus votre question? Mais je vous réponds directement, si vous êtes en Tunisie, il n'y a pas d'exigence. Oui, voilà, effectivement. C'est ça, parce que... En Tunisie, en fait, malheureusement, on a eu un petit projet qui est plus ou moins l'équivalent de la réglementation qui est au Maroc, qui a démarré en 2014, mais qui a été stoppé net. On attend toujours la réglementation en Tunisie. Après, c'est Abdelaziz, moi je dirais que pour vous, ça sera un plus. C'est-à-dire que si vous êtes, j'ai pas très bien compris, est-ce que vous êtes distributeur de DM? Non. En tant que, moi, je suis expert visiteur. Et de temps en temps, on fait appel à moi pour quelques petits conseils pour préparer les dossiers d'accréditation. Et donc, c'est pour ça que je pose cette question, quoi. Voilà. D'accord. Non, en fait, en Tunisie, non, il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai qu'à l'étranger, il y a certains départements de stérilisation qui font ça. Mais bon, après, c'est trop spécifique. En Tunisie, non. En Tunisie, les dispositifs médicaux, on n'a pas d'exigence. Sauf pour ceux qui font la fabrication de dispositifs stériles, on oblige les fabricants en Tunisie pour la partie stérilisation d'être en conformité par rapport aux exigences pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir les bonnes pratiques de fabrication, exigences avec l'autorisation du ministère de la Santé, plus la qualification des personnes responsables de la stérilisation, avec un pharmacien obligatoirement pour la libération des lots fabriqués stériles. C'est OK? Très bien. Je vous en prie. C'est excellent. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'était un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Je tiens à remercier d'abord Dr Amel pour sa générosité. Vraiment, merci
toute la richesse que vous avez partagée avec nos participants. J'ai vu qu'il y a du Maroc, de la Tunisie, de France, d'Algérie, de Sénégal. En fait, là, on est un petit peu international, quoi. Donc, ça fait plaisir que nous avons beaucoup de monde et c'était une belle réussite. Bravo à Imen pour l'organisation. Et donc, je vous donne rendez-vous, si vous voulez, entrer plus dans il le y a détail de la norme. Il y a quelqu'un qui vous a précisé qu'il est de Canada aussi. Quelqu'un de Canada. Ouais. De Canada, voilà. Bienvenue, bienvenue. En fait, bienvenue à tout le monde. Donc, si vous voulez approfondir davantage la maîtrise de la norme, la maîtrise des risques et la réglementation, donc on prévoit une formation au mois de juin, à partir de 15-16 juin, 28, 29, 30, avec Dr Amel. Donc, ça sera une formation pratico-pratique avec beaucoup des outils, de guidelines et des canevas donc pour des personnes qui veulent développer leurs compétences, soit pour accompagner leurs clients ou pour mettre en place des systèmes dans leur entreprise. Voilà, donc on va vous envoyer le programme et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, grand merci, docteur. Et voilà, donc merci beaucoup et Merci. à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci.